Marc, tu soignes des gens qui ont l'Alzheimer, début d'Alzheimer, et puis tu les suis pendant longtemps. Donc, avec le temps, les capacités cognitives sont moindres. Comment tu fais pour maintenir ton lien, pour faire tes diagnostics? Comment tu fonctionnes dans ta pratique de soignant avec ces personnes-là? Ben, merci. En fait, j'ai eu cette chance de commencer mon travail en même temps que la maladie est arrivée, c'est-à-dire au début des années 80. Hein, vous savez qu'il y a eu en même temps deux choses terribles. Ça a été le sida et la maladie d'Alzheimer. Et finalement, le sida a eu plus de chance puisqu'il y a des médicaments qui ont permis aux gens d'aller de mieux en mieux et aujourd'hui d'avoir une vie quasi normale, ce qui n'a pas été le cas de la maladie d'Alzheimer. Et pourtant, bien que à ce jour, nous n'ayons aucun médicament qui permette de guérir les patients, les patients vont de mieux en mieux. Alors, ils vont de mieux en mieux pour plusieurs raisons. Et je pense que, une des raisons principales, c'est la compréhension euh, grâce à toutes ces découvertes que nous faisons sur le plan neurocognitif, qui nous permettent de comprendre déjà comment nous fonctionnons dans un état normal, chose est très très récente. Et ça nous a énormément aidé. Ça nous a permis d'avoir une conduite qui était plus adaptée à la réalité de nos patients. Et c'est vrai que nous avons été formatés pour faire un diagnostic, et puis on a été formatés pour traiter les gens. Et quand on ne peut pas les traiter, il y a une très grande frustration finalement chez le soignant, et qui se reporte et qui a des conséquences directes sur la prise en charge du patient. Hein, parce que si un médecin se sent complètement impuissant, ça passe d'une certaine manière. Et alors, aujourd'hui, c'est-à-dire près de 40 ans après le début, l'apparition, la connaissance de cette maladie qui allait devenir de plus en plus importante, le diagnostic finalement est relativement facile. Hein. Vous savez que c'est surtout marqué donc, par ce qu'on appelle des troubles cognitifs, avec des difficultés de mémoire, ça c'est ce qui est le plus connu, mais également des difficultés dans les gestes, c'est-à-dire que même la mémoire du geste peut être perdue, et ça va avoir des conséquences très importantes. Et donc là, alors que d'habitude c'était de faire le diagnostic, petit à petit, je me suis rendu compte que ce qui était important, c'était de savoir ce qui était mobilisable chez la personne plutôt que de faire l'état des lieux de ses déficits et de la caractériser par ses manques. Hein. Et ça, je crois que déjà, comme je vous l'ai dit, il y avait déjà la dépression du médecin qui était pratiquement ontologique, puisqu'il n'y a pas de médicaments, mais en plus, on allait définir le patient et le placer, l'enfermer dans ce diagnostic du manque et exclusivement du manque, sans fenêtre du tout qui s'ouvre. Et je dois dire que c'est vrai que par les rencontres et par la clinique, j'ai eu cette chance de rencontrer la musique. Hein, la musique qui justement, maintenant on le sait très bien, a des récepteurs qui sont répartis sur tout l'encéphale et pas uniquement dans les régions du cerveau qui sont justement les régions temporales, là où se trouve l'hippocampe et toutes ces structures qui nous permettent de mémoriser, d'encoder des informations. Cette musique m'a permis de me mettre en relation avec les personnes. Et là, on voit une image où là, on va allier le geste et la musique. C'est-à-dire que c'est vrai que pratiquement, je danse. Je suis comme Jacques, la plupart de mes patients sont des patientes. Et donc, ce sont des femmes qui dansent très, très bien le tango et qui ont une mémoire qui est conservée parce qu'elles ont appris ces danses quand elles étaient toutes jeunes. Et très souvent, alors qu'elles sont dans une situation difficile, d'abord, si elles me voient, malheureusement, c'est toujours dans le cadre de la maladie et de la maladie d'Alzheimer, qui n'est pas une maladie très, très sympathique, mais le fait, dans la première consultation, qui est celle où
se connaît pas, qui est la rencontre, qui a une force qui est aussi forte que la rencontre amoureuse, bien là, on va aller chercher ce qui peut faire ressortir chez la personne ce qu'elle a de très profond. Et la musique, la danse sont effectivement des moyens pour moi de consulter, de faire un diagnostic des possibilités de la personne. C'est vrai qu'en dansant avec elle, je vais mesurer sa capacité, son équilibre, son tonus musculaire, sa capacité de retenir et le mouvement et le rythme, de l'imprimer, d'épouser mon rythme ou de ne pas pouvoir l'épouser. Donc, je vais avoir énormément d'informations, mais sans la mettre en difficulté, sans passer par des questions qui vont mettre en évidence ce qu'elle ne peut pas faire. Au contraire, d'ailleurs, puisque la majorité des fois, vu que je ne suis pas du tout un bon danseur, je l'espère et j'adore danser, mais je ne suis pas un bon danseur. Et ces femmes, très souvent, eh bien, m'apprennent. Donc, si vous voulez, il y a une sorte de mise chacun au niveau de l'autre et il y a véritablement un échange dans cette consultation. Et bien entendu, ces exemples de la musique et de la danse, ce qui me fascine le plus, c'est qu'on passe par le plaisir. C'est-à-dire qu'alors que nous sommes confrontés finalement à une certaine forme de la mort, eh bien non, il est aussi possible de retrouver en soi, et ça rappelle un peu ce qui a été dit par Jacques tout à l'heure sur quand il parle de l'hypnose, où le patient va chercher des ressources en lui, là aussi. Hein. Et nous ne sommes qu'un outil pour lui permettre justement d'aborder ses capacités, ses possibilités qu'on va utiliser sur un plan thérapeutique. C'est tout à fait passionnant ce que tu dis parce que bien sûr les gens qui nous écoutent, il y a souvent dans nos environnements des gens qui en ont peur et ça nous rend quand même, c'est une question très émotionnelle pour beaucoup d'entre nous. Donc là, tu nous donnes un espoir, tu nous donnes un regard direct sur le vivant jusqu'au bout, c'est-à-dire comment on maintient une relation vitalisante avec l'autre parce qu'on n'a pas peur, hein, on n'a pas peur d'approcher cet état-là. Donc moi, ça me donne envie d'une deuxième question pour toi. D'abord, pour tout le public, je vous conseille de lire ce livre de Gobin qui s'appelle La pure présence. Parce qu'il traite de l'Alzheimer de son père. Avec moi, il m'a beaucoup apporté sur ma manière d'entrer en contact intime avec des gens qui ont Alzheimer, même si je ne suis pas praticienne, parce qu'il amène à voir les choses avec un regard différent. En tout cas, le tien, j'aimerais l'entendre. Qu'est-ce que tu penses? Où elle est cette conscience? Quand la personne n'est pas là avec toi, où est-elle? On est quand même sur le sujet de notre Oui, fond. moi, j'ai l'impression que il y a des mots qui nous ont frappés à nous en tant que thérapeutes. Par exemple, ce qu'on appelle l'anosognosie, c'est-à-dire l'impossibilité pour le patient d'être conscient de ce qu'il a, ou l'apathie, c'est-à-dire l'absence de réaction du patient. Et au début, c'est-à-dire dans les années 80, on considérait que le patient n'était pas conscient de ce qu'il avait, il ne savait rien, c'est-à-dire qu'on le mettait dans cette case et donc voilà, à la limite, on parlait toujours dedans, on ne lui parlait pas à lui puisque on partait du principe que du fait qu'il ne reconnaît pas qu'il est malade, eh bien il ne reconnaît pas son état, il n'a pas une conscience de son état. Ce qui est totalement faux, l'expérience le montre, et si on a le temps, je parlerai de l'éducation thérapeutique. Et l'apathie, c'est pareil. L'apathie, on a pensé que les patients étaient déprimés et donc on donnait des antidépresseurs à tous les patients. C'est-à-dire qu'on disait, c'est normal, ils ont une catastrophe, ils ont une maladie terrible, eh bien, ils sont déprimés et c'est pour ça qu'ils sont apathiques. Or, c'est après que nous avons compris quel était le rôle du lobe frontal et qu'on a compris que non, de se réfugier comme nous l'avons fait, je l'ai fait moi-même, donc j'en parle avec beaucoup plus de facilité, je n'accuse personne. C'est justement l'intérêt d'être vieux, c'est qu'on peut voir les choses évoluer, que moi-même, j'estime que j'ai vieilli avec mes patients et qu'ils m'ont appris énormément de choses. Et donc, j'ai appris que non, ce n'était pas de la dépression, pas du tout. C'est que on n'a pas réussi à les mettre dans une situation de confiance
dans l'être, tout simplement, hein. C'est-à-dire que, au contraire, on les a tellement mis dans une situation où ils n'avaient plus d'être que bah, c'était pas possible de se développer. C'est exactement comme si vous enleviez la lumière à une fleur. Et à partir du moment, et c'est ça ce que nous faisons dans les accueils de jour, dans tous les accueils de jour en France, ce qu'on essaye, c'est pas, on ne demande pas aux patients de s'adapter à nous, c'est nous qui créons une atmosphère dans laquelle il va pouvoir, lui, se développer et il va pouvoir bah, découvrir tout ce qu'il peut encore découvrir. C'est-à-dire que au lieu de voir ce qu'il ne peut plus faire, c'est de chercher. Et nous sommes des chercheurs permanents avec nos patients pour voir tout ce qu'il peut faire. Et il en fait. C'est très, très passionnant de voir des gens qui n'ont jamais peint et de suivre sur 7 ans, sur 10 ans l'évolution de la peinture, tout ce qu'elle exprime. Et qui est en même temps une capacité nouvelle pour eux de s'exprimer, hein. Donc c'est fabuleux.